Adolf Hitler a passé près d'un quart de son règne sur l'Obersalzberg. Depuis le milieu des années 30, sa résidence alpine est décrétée périmètre interdit. Elle est réservée aux dignitaires nazis et surveillée par le service de sécurité du Reich et des généraux SS armés. C'est ici qu'Hitler, l'homme privé, s'est métamorphosé en Führer. On le voit ici lors de la visite de jeunes filles autrichiennes en 1938. Tous les jours, le Berghof voyait défiler les foules. Il hypnotisait tout le monde. Tous voulaient voir Hitler. Des trains spéciaux débarquaient des centaines de personnes qui se dirigeaient vers l'Obersalzberg pour rencontrer le Führer. Hitler sortait, serrait des mains et embrassait les enfants. Les gens ramassaient les cailloux sur les traces d'Hitler. Et ceux qui avaient donné la main à Hitler ne la lavaient plus. Certains arrachaient des petits bouts de bois de la barrière qu'ils faisaient encadrer en or seulement parce qu'Hitler l'avait touché. Hitler recevait volontiers ses hôtes, des chefs d'État, sur l'Obersalzberg. Les caméras du ciné-journal filmaient toujours les mêmes symboles de son pouvoir illimité, l'escalier d'accès au Berghof, l'immense fenêtre panoramique, et le Führer lors de ses audiences. C'est ici, dans ce cadre idyllique, qu'Hitler a élaboré la plus grande partie de ses plans de guerre et d'extermination. Aujourd'hui, la plupart de ces bâtiments ont disparu, détruits par les bombes des forces alliées. Les ruines ont été dynamitées et les débris évacués. Mais dans les entrailles de la montagne, des restes de bunkers sont conservés. Ce n'est que depuis quelques années qu'on s'intéresse de plus près à la fonction exacte de cette galerie souterraine, longue de plusieurs kilomètres. On a voulu installer ici de très grands abris souterrains, avec un accès extérieur. Hitler aurait eu la possibilité de rejoindre le tunnel, soit de Berchtesgaden, soit à partir d'une autre entrée située direction Salzbourg. Au bout du tunnel, un ascenseur de 100 mètres menait directement au bunker privé. Sur l'Obersalzberg, jusqu'au dernier jour, les habitants s'imaginaient qu'Hitler s'y rendrait. Les travaux dans cette galerie se sont poursuivis presque jusqu'à la fin de la guerre. Tout devait être prêt si Hitler décidait de se retirer ici avec ses derniers fidèles. Mais c'est à Berlin qu'Hitler a vu venir la débâcle. Sa montagne ne réussira jamais à se débarrasser de l'ombre du passé. Le dictateur a marqué à jamais l'histoire de l'Obersalzberg. Depuis plus d'un siècle, Berchtesgaden et les montagnes environnantes sont appréciées de nombreux visiteurs venant de toute l'Europe, été comme hiver. Les massifs du Watzmann, de l'Orkalter, de l'Untersberg et du Hohem-Göll forment un décor grandiose. Au milieu de nombreux sommets qui entourent Berchtesgaden, l'Obersalzberg est au début du XXe siècle une région de détente en pleine expansion, avec des restaurants et des maisons de campagne appartenant à de riches citadins. Une des pensions préférées est celle de la famille Hölzel, l'Oberwurflehen. C'était un monde parfait. Les habitants de l'Obersalzberg s'entraidaient et étaient solidaires, jusqu'au jour où on a parlé de l'arrivée d'un certain Hitler, un Führer, défenseur de l'Allemagne à la tête d'un nouveau parti. Alors j'ai entendu mon père dire que cela allait semer la confusion. C'est en 1923 qu'Adolf Hitler se rend pour la première fois sur l'Obersalzberg. Il vient rencontrer l'écrivain antisémite Dietrich Eckart, l'un de ses plus fervents promoteurs. Il s'inscrit dans la pension Moritz sous le pseudonyme de Monsieur Wolf. Le propriétaire est l'un de ses premiers sympathisants. Plus tard, on lui met à disposition un blockhaus où il dictera des passages du second volume de Mein Kampf. Hitler se retirait souvent durant des semaines dans sa solitude alpine, où il fantasmait sur son idée folle d'une race allemande pure. Mais il réfléchissait aussi à une expansion vers l'Est. En 1928, il décide finalement de louer la maison Wachenfeld pour 100 Reichsmark par mois. Elle appartenait à la veuve d'un homme d'affaires de Buxtehude.
Au début, Hitler se cachait sur l'Obersalzberg. Mais plus tard, il finira par autoriser son photographe personnel, Heinrich Hoffmann, à prendre des photos de lui sur sa montagne magique. Elle le montre comme un citoyen tranquille, en vacances, ami des chiens, qui recherche la quiétude et la paix dans l'isolement de la montagne. En novembre, le putsch tenté par Hitler échoue, mais les autorités peinent à faire respecter l'interdiction des manifestations et des discours nazis qu'elles ont imposés. Hitler quitte Berchtesgaden et parcourt le pays en proférant des discours haineux devant les foules rassemblées. Les dispositions du traité de paix de Versailles, la crise économique mondiale ainsi que le chômage permettent aux nazis de gagner des électeurs en masse. La maison Wachenfeld est devenue la base alpine, à proximité de la frontière autrichienne, où Hitler et quelques intimes mettent au point des stratégies pour la prise du pouvoir. Les habitants de l'Obersalzberg observent les agissements du voisin avec méfiance. Il avait toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. Il était entouré d'un important dispositif de sécurité. Ce qui se passait là-haut était bien évidemment top secret. Personne n'était au courant. Il s'était isolé avec ses fidèles et il n'avait aucun contact avec la population locale. D'ailleurs, il n'en voulait pas. La demi-sœur d'Hitler, Angela Raubal, lui faisait le ménage à l'Obersalzberg. Sur de rares photographies, on voit la fille de cette parente, Geli, avec son oncle. Après le suicide de Geli en 1931, des spéculations ont couru sur un rapport intime avec Hitler. Mais même les voisins immédiats n'ont jamais réussi à obtenir de détails. On était enfants à l'époque. On se disait simplement qu'un type étrange vivait là-haut avec ses chiens. On pouvait observer tout ce qui se passait dans la maison d'Hitler. Mon père avait rapporté un périscope de tranchée de la Première Guerre mondiale. On l'avait mis sur notre terrasse et de là, on s'amusait beaucoup à observer ce qui se passait sur celle d'Hitler. Mais ils ont repéré notre petit jeu. La sœur d'Hitler, autrefois gouvernante là-haut, a demandé à mon père qu'on cesse immédiatement cette plaisanterie. Après la prise du pouvoir à Berlin, le 12 mars 1933, Hitler retourne en Bavière comme chancelier du Reich. La dictature en Allemagne a commencé. Pour le Reich allemand, mais aussi pour l'Obersalzberg, la prise du pouvoir d'Hitler implique d'importants changements. La résidence privée du Führer se transforme peu à peu en destination touristique pour les hauts fonctionnaires et les membres du parti. En juin 1933, Hitler achète la maison Wachenfeld pour 40 000 Goldmark. Des foules de partisans et de curieux viennent en pèlerinage sur l'Obersalzberg pour voir de près le Führer et chancelier du Reich. Au début, on tolère les hommages spontanés. Plus tard, seules les liesses organisées seront autorisées. L'appareil de propagande nazi distribuera des centaines de milliers de photos de scènes de pèlerinage et contribuera ainsi à fabriquer son image de chancelier du peuple. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées dans la rue pour chanter et scander les Heil Hitler. Ma mère s'est une fois mêlée à la foule pour savoir qui étaient ces gens. Quand elle est revenue, elle a dit « Je ne comprends plus rien ». Après la prise du pouvoir par les nazis, les travaux de construction sur l'Obersalzberg commencent à un rythme effréné. La maison privée d'Hitler est transformée en quartier général du gouvernement, aux frais de l'État. L'ancienne maison Wachenfeld devient le Berghof, avec une salle de conférence et son immense fenêtre à coulisses. En été 1936, les travaux sont terminés. Dans ce qu'on a appelé le domaine strictement privé du Führer, c'est-à-dire le deuxième centre de direction nationale-socialiste, les leaders ne voulaient pas être dérangés. Les voisins ont donc dû s'en aller. C'est Martin Bormann qui a dirigé les travaux de transformation et d'agrandissement sur l'Obersalzberg. En tant que chef d'état-major de Rudolf Hess et administrateur de la fortune du Führer, il s'est mis à acheter les terrains à proximité du Berghof.
L'administration de l'Obersalzberg a répertorié minutieusement les achats de parcelles de terrain. On a même une liste originale de tous les achats de terrain. Les transactions qui se sont faites sur l'Obersalzberg sont marquées ici en couleur. Tout y est détaillé. On voit bien comment les bâtiments et les terrains ont été achetés, l'un après l'autre, et comment les résidents ont été forcés de quitter les lieux. Au début, Hitler exige que Martin Bormann achète les parcelles de terrain au prix du marché. Étant donné que le Führer avait interdit toute mesure de contrainte envers les propriétaires, le secrétaire du parti doit débourser des sommes très élevées. Il s'en est plaint dans une lettre. Beaucoup de propriétaires établis dans la région depuis longtemps finissent par vendre. Leurs maisons sont immédiatement détruites et les gravats déblayés le plus rapidement possible. Martin Bormann voulait épargner à Hitler la vilaine vue sur ces décombres. Mais certains propriétaires ne se laissent pas impressionner par les prix élevés offerts. Martin Bormann les mettra donc sous pression. Un des voisins les plus récalcitrants était Richard Zeitz, un pneumologue. Il dirigeait un sanatorium pour enfants sur l'Obersalzberg. Sie brauchen nicht weg, hieß es. Sie können ruhig bleiben. On nous disait, vous ne devez pas partir, vous pouvez rester. Mais la vie pourrait être plus difficile qu'avant. On se doutait bien de quelque chose. Des rumeurs circulaient que 2 personnes auraient été envoyées au camp de concentration de Dachau. Je savais seulement que le 1er janvier, on recevrait l'ordre d'expulsion et qu'au 1er mars, on devrait avoir quitté le sanatorium avec les enfants. Le sanatorium est démoli. Martin Bormann emménage dans la maison de la famille Zeitz. De là, il a tout loisir de répondre aux caprices du Führer. Martin Bormann est visiblement l'homme fort sur l'Obersalzberg. Sur cette liste, l'administration de l'Obersalzberg a répertorié 71 transactions de vente de terrain. Ici, on voit bien le détail des mètres carrés de chaque propriété. Si on les assemble, on se rend compte qu'il n'était que 3 propriétaires, Martin Bormann, Adolf Hitler et Hermann Göring. Il est intéressant d'observer que Martin Bormann a acheté 1000 hectares au nom de l'administration de l'Obersalzberg. Adolf Hitler n'aurait eu que 8 hectares et Hermann Göring un seul. La maison Oberwurflehen se trouvait à proximité du Berghof. La famille Hölzel y vivait depuis des siècles. Joseph Hölzel faisait partie de ceux qui refusaient de vendre leur domaine. Même lorsqu'il perdra son poste de travail, Hölzel ne cédera pas. Bormann s'occupe donc finalement de ce cas personnellement. Je vois encore mon père dans le salon lorsque Bormann est arrivé et lui a dit « Monsieur Hölzel, si demain vous n'allez pas chez le notaire, toute votre famille ira à Dachau. » Alors mon père s'est rendu immédiatement chez le notaire. Après la vente, nous avons eu 3 jours pour quitter notre domicile. Juste après le départ du dernier chargement, ils ont mis le feu à la maison. Avant, ils avaient déjà commencé à arracher les fenêtres et à installer des câbles d'explosifs. Ce qui n'a pas brûlé, ils l'ont fait sauter. Après 3 jours, il ne restait plus rien de la maison. L'Oberwurflehen fut l'une des dernières propriétés à disparaître avec ses résidents, sans laisser de traces. La population du village, qui se renouvelait de père en fils, a été dispersée un peu partout. Chacun a dû se débrouiller pour réussir à se reloger. Il n'y avait plus rien, plus personne dans le voisinage. C'était devenu le royaume d'Hitler. Mais cela ne me concerne plus. Pour me retrouver à la maison, il me suffit de fermer les yeux. Et cette image, personne ne peut me la prendre. La transformation de l'Obersalzberg en tant que centre de pouvoir alpin d'Hitler est maintenant terminée. Ici, devant ses hôtes étrangers, le dictateur se met en scène pour démontrer que l'Allemagne a retrouvé sa réputation mondiale. Pour
pour l'homme d'État Hitler, le Berghof était un cadre parfait. Hitler ennuyait très souvent ses invités avec ses longs monologues, mais il parvenait quand même à susciter la curiosité et à gagner la sympathie de beaucoup de gens. Même des visiteurs critiques se laisseront aveugler. David Lloyd George, le politicien libéral britannique par exemple, déclarera après sa visite au Berghof que le Führer est vraiment un grand homme. Bormann avait fait construire une maison de thé pour Hitler sur le Moslaner Kopf. Ceux qui étaient autorisés à venir sur l'Obersalzberg pouvaient observer le rituel de la promenade quotidienne d'Hitler. Il y avait 3 zones interdites, celle directement autour du Berghof, la périphérie et un périmètre un peu plus éloigné. Personne ne pénétrait dans ces zones sans autorisation. Le service de sécurité contrôlait tout, même quand ce n'était pas nécessaire. Lorsqu'Hitler sortait un quart d'heure plus tôt que d'habitude de la maison, c'était le branle-bas de combat si les gardes n'étaient pas encore à leur poste. Du Berghof, Hitler se rendait surtout à la maison de thé avec des invités ou seul avec sa suite. Il y allait très souvent. Dans un chapitre de ses mémoires, Albert Speer écrit qu'au café, Hitler aimait se perdre dans des monologues interminables sur des thèmes connus la plupart du temps. D'abord attentif, ses invités finissaient par ne plus suivre. D'ailleurs, Hitler lui-même s'endormait parfois à force d'avoir trop parlé. Aujourd'hui, il ne reste quasiment plus rien de la maison de thé. Elle a été détruite après la fin de la guerre et les ruines sont envahies par la forêt. Les pensées qui ont mûri dans la solitude de l'Obersalzberg se concrétisent au début de l'année 1938. Le 12 février, Hitler reçoit le chancelier Schuschnigg au Berghof pour des entretiens sur l'avenir de l'Autriche. Après les salutations d'usage, le maître des lieux conduit son hôte dans son bureau et entre tout de suite en matière. Il lui dit « Vous ne pensez pas sérieusement venir gaspiller mon temps ?» Hitler le menace alors ouvertement « Qui sait, peut-être que je vais venir surprendre Vienne en pleine nuit, comme une tempête de printemps. » Le Berghof remplit parfaitement sa fonction de centre de pouvoir et de terreur. 4 semaines après la visite de Schuschnigg, son gouvernement est renversé par les SS et les Autrichiens réservent un accueil enthousiaste au Führer. Sur l'Obersalzberg, une armée de quelques 8000 travailleurs s'active à développer les 100 hectares du domaine. On a même construit une ferme pour assurer à Hitler un approvisionnement en denrées alimentaires de haute qualité. Quant au Platterhof, qui se trouve en dehors du périmètre de sécurité, il a été transformé en hôtel du parti. Les gardiens SS sont logés dans une grande caserne. À l'instar de Martin Bormann, Albert Speer et Hermann Göring se sont aussi installés à proximité du Berghof. Malgré sa piscine, la maison de campagne du deuxième homme d'État nazi paraît plutôt modeste. Ici, devant les caméras du ciné-journal, Göring pose avec son chien et un lionceau apprivoisé. Sur l'Obersalzberg, la maison de campagne d'Albert Speer est l'une des seules à être sortie intacte de la guerre. L'architecte d'Hitler a même été autorisé à construire son propre atelier dans la zone de contrôle. Il pouvait ainsi répondre plus facilement aux nouvelles demandes du Führer. Des films amateurs trouvés en 1946 chez un SS en Autriche donnent l'illusion d'une ambiance idyllique et innocente sur la terrasse du Berghof. Un petit cercle de connaissances d'Hitler fréquentait le Berghof.
Les dignitaires du Parti national-socialiste se laissaient volontiers filmer lors de leur visite. Parmi eux, le ministre de la propagande Joseph Goebbels et le ministre des Affaires étrangères Joachim von Ribbentrop. Ils venaient débattre des plans de guerre avec Hitler. En 1944, sur l'Obersalzberg, le chef des SS, Heinrich Himmler, s'entretient de la lutte des partisans et de l'extermination des Juifs. Ces films amateurs banals ont été tournés par la maîtresse d'Hitler, Eva Braun. Eva Braun vivait au Berghof depuis 1936, protégée de la vie publique. Quelques personnes seulement étaient informées de la vie privée du dictateur, strictement protégée. Une armée de domestiques, de cuisinières et de femmes de chambre était au service du maître et de ses invités. En mai 1941, une jeune fille de 20 ans de Losdorf, en Basse-Autriche, est engagée comme femme de chambre à l'Obersalzberg. À peine arrivés, les supérieurs m'ont immédiatement donné des ordres. Tout ce que tu vois ici, tout ce qui s'y passe, ne doit pas sortir de ces murs. Tu ne dois pas en faire mention dans tes lettres. Tu comprends certainement que ce n'est pas possible. Officiellement, Eva Braun était la secrétaire privée du Führer. Uniquement dans un cercle bien restreint, elle était présentée comme dame de la maison et recevait les vœux de nouvel an du personnel aux côtés d'Hitler. La gérante donnait les instructions aux nouveaux venus. Madame Mittelstrasser m'a tout de suite informé des habitudes au Berghof. Lors de la visite des lieux, elle m'a dit, bien à la bavaroise, « Voici la chambre d'Hitler, juste à côté celle de Madame Braun, et entre les deux, un couloir. Le reste, tu peux te l'imaginer. » Pendant la guerre, les pensionnaires du Berghof ne voyaient que rarement le dictateur. Ils s'ennuyaient ferme lors des fêtes, ou alors ils regardaient des films. Lorsqu'Hitler séjournait sur l'Obersalzberg, les domestiques devaient observer un ordre du jour très strict. Mais la situation s'est subitement tendue au moment où le Führer a appris que son remplaçant, Rudolf Hess, s'était envolé vers la Grande-Bretagne. Au début, c'était très dur. On devait toujours se taire. Devant le bureau d'Hitler, une pancarte le rappelait. Silence absolu. J'ai même écrit à ma famille qu'Hitler travaillait toujours, qu'il avait besoin d'être tranquille. C'était l'époque où il préparait la guerre contre la Russie. Hitler a utilisé son repère dans les Alpes pour mettre au point l'attaque contre l'Union soviétique. Il quittait régulièrement son quartier général pour retourner au Berghof, où il tenait des conférences avec ses alliés et les représentants d'États amis. Pour de grandes réceptions officielles, le Berghof était trop petit. Après l'annexion de l'Autriche, le château de Klesheim, près de Salzbourg, a été aménagé dans ce but. Ce joyau baroque était autrefois le château de chasse des archevêques. Rencontre du Führer et du Duce à Salzbourg. Beaucoup de décisions importantes sur les plans de guerre ont été prises au château de Klesheim. Hitler exigeait de ses partenaires une fidélité sans faille, non seulement pour les questions militaires, mais aussi pour les ordres d'extermination. Le 18 mars 1944, il accuse le chef d'État hongrois Horthy, lors de sa visite à Klesheim, de mener des tractations secrètes avec les Alliés et de permettre à presque 1 million de Juifs de vivre en toute liberté dans son pays.
Horthy doit donc immédiatement inviter la Wehrmacht en Hongrie, pays qui n'était alors pas encore occupé. Finalement, Horthy cède et il rentre à Budapest, accompagné de chefs SS. Un mois plus tard, la déportation des Juifs hongrois à Auschwitz commence. 400 000 personnes sont exécutées en un peu plus de 2 mois. Une nouvelle voie de chemin de fer a même été construite à Auschwitz. On voit sur cette photographie des Juifs des Carpates lors du processus de sélection sur le quai. L'image idyllique d'un monde parfait que l'on s'imaginait sur l'Obersalzberg a été conservée durant toute la guerre. Sur sa montagne, le dictateur semblait invincible. La sécurité d'Hitler était assurée par des gardes du corps personnel, membres de la SS Leibstandarte. Il disposait même d'un propre stand de tir. À partir de 1943, les forces de sécurité craignent surtout les opérations parachutes des Alliés, qui pouvaient avoir pour but d'éliminer le dictateur. Dans son film Manhunt, produit à Hollywood en 1941, le réalisateur Fritz Lang, allemand expatrié, a mis en scène une tentative d'assassinat d'Hitler, telle qu'elle aurait pu se produire. Les séquences ont été tournées dans l'Allemagne d'avant-guerre. Un agent secret britannique arrive incognito sur l'Obersalzberg et pointe son arme de chasse sur le dictateur, mais renonce à tirer. Ce scénario a rapidement été pris au sérieux lorsque le gouvernement britannique demandera qu'on lui présente des stratégies pour éliminer Hitler. Sous le nom de code Opération Foxley, les services secrets britanniques ont constitué un dossier de 120 pages contenant toutes les informations disponibles sur le déroulement d'une journée et les promenades de leurs cibles, ainsi que des cartes détaillées. Lors des combats en Normandie, un des membres de la garde SS est arrêté. C'est un fin connaisseur de la zone sécurisée de l'Obersalzberg. En été 1944, tout est prêt pour le déclenchement de l'opération Foxley. Mais selon la volonté de Churchill, les Allemands doivent être vaincus sur le champ de bataille. Début 1945, lorsque la victoire sur l'Allemagne nazie n'est plus qu'une question de semaines, l'opération Foxley est suspendue. Dans leur plan, les services secrets britanniques n'avaient pas seulement pris en compte les gardes SS et les dépôts de munitions, mais ils avaient aussi connaissance de l'existence de bunkers secrets. Nous pénétrons dans le monde souterrain de l'Obersalzberg. Un groupe de spécialistes a étudié pendant des années les systèmes d'abris souterrains. Sous une ancienne caserne de SS, il y a un puits de 30 mètres qui mène dans les profondeurs. Pendant longtemps, personne ne saura ce qui se cachait là-dessous. L'escalier en bois avait cédé il y a déjà quelques dizaines d'années. Les chercheurs ont découvert 350 mètres de galeries inachevées et les premières cavernes étaient déjà recouvertes de briques. La boîte de raccordement des lignes souterraines était en partie bétonnée. Presque 6 km de galeries et systèmes de bunkers avaient déjà été creusés lorsque Martin Bormann décida de faire agrandir le souterrain. 3 équipes d'ouvriers se relayaient quotidiennement. Elles ont travaillé à un rythme effréné jusqu'à l'attaque le 25 avril 1945. Ce bunker très profond a été construit pour les SS. Mais il était difficilement accessible à cause de ce puits. Une vue générale numérique nous permet pour la première fois d'avoir une image complète des constructions souterraines de l'Obersalzberg. Si l'on compare les documents de l'administration de l'Obersalzberg sur ces travaux souterrains avec les déclarations des témoins de l'époque, on arrive à la conclusion que ces bunkers étaient prévus pour environ 400 SS,
Par ailleurs, des halles gigantesques devaient servir de dépôt de munitions pour la défense de toute la forteresse. Selon les calculs, l'issue du bunker Berghof se trouve à peine à 10 mètres de là. Il était très certainement prévu de relier les deux constructions pour permettre à Hitler un accès plus rapide à la caserne des SS. Les travaux de construction de la galerie souterraine ont débuté en été 1943, immédiatement après la libération de l'Afrique du Nord par les forces alliées qui pouvaient désormais se concentrer sur le domicile alpin d'Hitler. La construction du bunker n'est pas restée longtemps secrète pour les habitants de l'Obersalzberg. On savait tous que des bunkers étaient en construction. Le secret pouvait difficilement être gardé tellement il y avait de travailleurs. Des Italiens, des Tchèques, mais également la compagnie de construction de tunnels de l'armée et l'Office du travail du Reich. Bormann était omniprésent. Il pouvait surgir de partout. Il supervisait les travaux et mettait la pression. On l'appelait le seigneur de l'Obersalzberg. Martin Bormann, gouverneur d'Hitler sur l'Obersalzberg, a fait construire un bunker pour le dictateur et sa cour directement en dessous du Berghof. La première partie a été achevée à Noël 1943. Bormann s'est bien évidemment aussi préoccupé de sa propre famille nombreuse. Il a fait construire en dessous de sa villa des cavernes souterraines, une sorte de labyrinthe. Aujourd'hui, pour y accéder, il faut une autorisation spéciale. 77 marches menaient directement de la maison de Bormann dans le monde souterrain. Pour accéder aux pièces privées, il fallait longer un couloir de 60 mètres. Pour leur défense, des installations militaires de sécurité se trouvaient le long du corridor. Tout le complexe de bunkers de l'Obersalzberg vivait en autarcie, une autarcie absolue concernant l'approvisionnement. Il y avait suffisamment d'eau potable et un système d'aération anti-gaz. Quant aux stocks alimentaires, ils étaient suffisamment garnis pour survivre longtemps. Le problème, c'est que les entrées ne pouvaient être protégées que de l'intérieur. L'absence de fortification extérieure signifiait que l'ennemi pouvait arriver dans la zone et pénétrer dans les abris sans résistance jusqu'aux entrepôts d'armes. Cet espace appartenait à la famille Bormann. 3 chambres pour les enfants, avec des lits à étages, des pièces bien aérées. Il est intéressant d'observer que les parois sont peintes en couleurs relativement chaleureuses pour éviter la monotonie. Les interrupteurs étaient à une hauteur accessible aux enfants, presque 50 cm plus bas qu'ailleurs. Sur le sol, il y avait du parquet. Il faut s'imaginer qu'il y avait ici les lits à l'étage. La famille Bormann passait des semaines dans ce bunker. Ils retournaient quand même de temps en temps dans leur maison. Mais les dangers d'une attaque aérienne sur l'Obersalzberg avaient considérablement augmenté fin 1943. La famille Bormann s'était donc bien équipée dans le souterrain. Le coffre-fort de Bormann a été confisqué par les Américains à la fin de la guerre. On en voit encore les contours. Une centrale d'information équipée d'appareils ultramodernes recevait des messages radio et les dernières informations du front. En cas de danger aérien imminent, des canons à fumée recouvraient complètement l'Obersalzberg de brouillard. Début 1944, le dictateur était convaincu de l'efficacité de cette mesure défensive. Il avait déplacé son quartier général à Berchtesgaden, où il avait prévu de rester plus de 6 mois. Là, il se sentait à l'abri des attaques aériennes des forces alliées. Le domaine n'était pas adapté à des stratégies militaires. Le nouveau commandant SS s'en est vite rendu compte.
C'eût été une grande erreur de considérer l'Obersalzberg comme un domaine militaire. Du point de vue militaire, ce n'était qu'une souricière, rien d'autre. Toutes les troupes que j'ai trouvées ici à l'époque ont été envoyées au front au cours des semaines et des mois suivants. Des quelques 2000 hommes stationnés ici au début, seuls quelques-uns y sont restés. Presque tous ont été envoyés au front et remplacés par des troupes de femmes SS qui s'occupaient des canons à fumée et des jeunes de 16 à 18 ans qui, eux, maniaient les canons anti-aériens. Tout autour du nid d'aigle d'Hitler, au sommet du Kelstein, on avait installé des canons anti-aériens. À 1800 mètres d'altitude, Bormann avait fait construire une seconde maison de thé pour les 50 ans d'Hitler. Mais apparemment, le dictateur ne supportait pas l'altitude et il ne se rendait que rarement sur le Kelstein. Le 3 juin 1944, la société du Berghof célèbre sa dernière fête. Ce jour-là, Gretel, la sœur d'Eva Braun, épouse le chef de groupe SS Hermann Fegelein. Cet homme, commandant d'une brigade de cavalerie SS à l'Est, avait la mort de 10 000 civils sur la conscience. Peu avant la fin de la guerre, Fegelein est abattu sur ordre d'Hitler dans la chancellerie du Reich à Berlin pour cause de désertion. Les dernières séquences filmées d'Hitler sur l'Obersalzberg le montrent avec le jeune couple. À la mi-juillet, il quitte le Berghof. Hermann Göring, le successeur désigné d'Hitler et chef de la Luftwaffe, l'armée aérienne allemande, passait beaucoup de temps avec sa famille à l'Obersalzberg. Depuis que les bombardiers britanniques et américains parvenaient à détruire toujours plus de villes allemandes sans beaucoup de résistance, il avait perdu de sa superbe auprès de la population. Sa tranquille retraite alpine l'aidait à oublier ses défaites. Göring disposait aussi d'un propre système de couloirs souterrains en dessous de sa maison de campagne. Mais il n'était pas relié aux autres bunkers de l'Obersalzberg. Début avril 1945, tous les abris anti-aériens étaient remplis de nourriture. Des objets de valeur et des meubles avaient aussi été transportés dans les souterrains. Les dirigeants nazis auraient pu survivre pendant des semaines dans ces abris, mais le commandant ne pensait pas qu'Hitler reviendrait sur l'Obersalzberg. Il y avait des installations et des bunkers complètement fous dans ces souterrains. Pourtant, si les ennemis avaient pu atteindre l'Obersalzberg, il leur aurait suffi de bloquer l'entrée des bunkers et tous ceux qui étaient à l'intérieur auraient été pris au piège. La question de l'éventuelle venue d'Hitler à l'Obersalzberg ne se posait même pas. C'est probablement la raison pour laquelle Hitler avait refusé la proposition de Bormann de venir se réfugier dans sa montagne. Göring a finalement décidé de s'enfuir de Berlin avec sa suite pour se rendre sur l'Obersalzberg. On comptait sur le maréchal du Reich pour signer un éventuel traité de paix avec les forces alliées. Le 23 avril 1945, Göring envoie un télégramme à Hitler de l'Obersalzberg, lui fixant un ultimatum. Bormann réussit à convaincre Hitler de la trahison de son ancien compagnon de route. La nuit même, Göring est relevé de toutes ses fonctions. Il était assis à son bureau. Je me suis annoncé. J'ai dit, « Monsieur le maréchal du Reich, j'ai un télégramme pour vous de la part du Führer. » Il me répond, « Montrez-le-moi. » Il le lit, et après une longue pause, il me dit, « Vous devez donc m'arrêter. » Le jour suivant, en Angleterre, des avions des forces alliées sont chargés de bombes de gros calibre capables de détruire des bunkers. Les services secrets britanniques s'étaient, semble-t-il, assurés de la présence d'Hitler le lendemain à l'Obersalzberg. 400 bombardiers anglais mettent 4h30 pour atteindre leur objectif. Peu avant 9h du matin, les premiers avions arrivent à destination, presque sans encombre. On était au sommet de la pente quand les canons anti-aériens ont commencé à tirer. C'était terrible. Les avions faisaient un bruit assourdissant.
Nous étions sûrs que ce jour-là, c'était sérieux. Quelque chose allait se passer. Nous nous sommes précipités à l'intérieur en passant par la cuisine, le chemin le plus court. On entendait déjà des explosions ou les canons. Les vitres ont d'abord tremblé, puis se sont brisées. On a tout laissé sur place. Et on a couru vers l'entrée d'une galerie où se trouvaient les hommes de la protection aérienne. On a attendu un moment, puis la première vague est arrivée. Les premières bombes ont coupé la lumière et nous nous sommes retrouvés dans le noir. Pris de panique, les gens se réfugient dans les abris de la protection aérienne. Au dernier moment, même Hermann Göring, qui a été fait prisonnier, est escorté dans son bunker avec sa femme et sa fille par des gardes SS. Une caméra automatique placée à une altitude de 6000 mètres a filmé le raid aérien de ce 25 avril 1945 sur l'Obersalzberg. Les dernières bombes tombent à 10h58. Nous avons dû attendre un bon moment avant de pouvoir sortir. Puis nous avons vu l'enfer. Partout des cratères de bombes, aucun brin d'herbe, plus de buissons. Les bâtiments étaient détruits. La maison de Bormann sérieusement endommagée, celle de Göring et de Berghof avait aussi subi des dommages. Les casernes étaient détruites. Ce n'était plus qu'un territoire ravagé. Quelques jours plus tard, des photos aériennes prises par les Alliés montrent les destructions. Les ruines deviennent une grande attraction pour la population, mais aussi les bunkers remplis de marchandises et restés intacts. On est allé voir, il n'y avait plus personne. Les autorités locales avaient donné l'autorisation de piller. On est donc allé chercher des provisions. Il y avait assez de nourriture pour survivre un millier d'années. Du sucre, de la farine, du riz. Les gens repartaient avec des tonneaux de cognac français. On trouvait tout ce qu'on pouvait imaginer. Certains ont pris des objets en cristal, d'autres de l'argenterie, d'autres encore de la vaisselle de porcelaine, toutes sortes de porcelaine. Nous, on a seulement pris de la nourriture. Comme par miracle, Berchtesgaden a été épargné par les bombes. Début mai 1945, la population attend l'arrivée des vainqueurs. Le 4 mai, les troupes françaises et américaines pénètrent en ville presque simultanément. Jusqu'à la fin, Eisenhower, le commandant en chef américain, restera préoccupé par des rumeurs prétendant que les leaders nazis et d'autres fanatiques SS s'étaient barricadés dans une forteresse alpine pour mener une résistance féroce. Des rumeurs qui se sont révélées fausses. Le dernier acte de cette ère de terreur sera le départ des troupes SS qui mettent le feu aux ruines du Berghof. La correspondante de guerre américaine, Lee Miller, a été témoin de cette scène étrange. Elle écrira plus tard que ça ressemblait à un bûcher du Troisième Reich. Nous étions dans le jardin et nous regardions le Berghof brûler. Mon père a dit à ma mère, « Tu vois, il leur arrive exactement ce qu'ils nous ont fait. Tous leurs biens partent en fumée. » Quelques jours plus tard, le commandant américain Omar Bradley visite le dernier trophée de la guerre. Pour la caméra, Omar Bradley monte les marches du Berghof d'Hitler et prend possession, au nom des États-Unis, du centre du pouvoir du dictateur qui vient de mourir. Des habitants curieux de Berchtesgaden se sont aussi hasardés dans les ruines. Si on imagine que ce fut un temps le domicile du Führer, aménagé avec les meubles les plus exclusifs, des tapis de valeur, l'image était accablante. Les tapis avaient disparu, le bois avait été coupé et haché, la vaisselle brisée, les couverts
étaient sales et tordus, inutilisables. Les assiettes cassées. En somme, tout avait été vandalisé. Les vainqueurs ont aussi inspecté les bunkers souterrains. Une surface de 1800 mètres carrés avait été aménagée pour accueillir Hitler et son entourage proche. Les Américains ont confisqué la collection de tableaux du dictateur entreposée dans le bunker, ainsi que sa bibliothèque. Les archives privées d'Hitler avaient été brûlées par son assistant Schaub avant la capitulation. La chambre à coucher d'Eva Braun a été apparemment le théâtre de fêtes tumultueuses après la fin de la guerre, organisées par des personnes qui n'avaient pas d'autorisation. Cet abri pouvait être occupé à partir d'avril 1945. Il contenait une garde-robe volumineuse et de la porcelaine. Plus tard, sur ordre d'Hitler, des fonctionnaires ont tenté en vain de détruire tout ce qui se rapportait à l'existence d'Eva Braun. Selon le désir particulier de la maîtresse du Führer, une salle de bain avec baignoire avait été construite dans l'abri de protection aérienne. Aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose. Les pièces sont vides. Malgré tout, des chercheurs de trésors continuent à pénétrer illégalement dans ce labyrinthe mystérieux, dans l'espoir d'y trouver des objets de valeur. La chambre d'Hitler était juste à côté de celle d'Eva Braun. Son aménagement était, paraît-il, spartiate. Les Américains ont pris le mobilier, le reste a été emporté par des touristes. Certains ont même trouvé de bon goût d'emporter comme souvenir des carreaux de faïence de la salle de bain. Hitler lui-même n'a été ici qu'une seule fois. Dans les bunkers, les soldats ont aussi trouvé une partie de la collection d'art d'Hermann Göring. Puisant dans les territoires occupés par l'Allemagne nazie, le maréchal du Reich avait accumulé des trésors d'une valeur inestimable. Après le bombardement du Berghof, début mai 1945, Göring a été déporté en Autriche, où il a été fait prisonnier par les Américains. Les ruines du Berghof, avec l'immense fenêtre coulissante, deviennent rapidement une des attractions préférées des GIs, qui viennent ici de toute l'Europe. La maison de thé sur le Kelstein a été baptisée le Nid d'Aigle par les soldats. C'était le bâtiment resté intact, où ils pouvaient s'imaginer comment vivait le dictateur. Au pied de l'Obersalzberg, des soldats d'Hitler déblaient les décombres. Des prisonniers de guerre allemands débarrassent les restes de la zone interdite au public par le Führer. Mais les ruines du Berghof ont été conservées et deviennent rapidement un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques du Troisième Reich. En 1951 ou 1952, j'ai pu me rendre une dernière fois sans problème dans ces ruines. Elles semblaient avoir été un peu arrangées. Le toit qui s'était en partie écroulé avait été enlevé. Ce qui m'a choqué, c'était les graffitis sur les parois. Toutes étaient couvertes de slogans hitlériens. Certaines parois étaient si hautes qu'il fallait une échelle pour les atteindre. Tout l'intérieur du Berghof était recouvert de slogans fascistes, comme « Heil Hitler » ou « Heil notre Führer » ou encore « Si seulement tu pouvais revenir », etc. Je suppose que c'est la raison pour laquelle le Berghof a été dynamité peu de temps après. En 1952, les forces américaines d'occupation et le gouvernement bavarois décident de déblayer les derniers restes du Berghof. Le 30 avril,
7 ans exactement après le suicide d'Hitler, les ruines du Berghof sont dynamitées. Quant aux fondations du quartier général d'Hitler dans les Alpes, elles seront définitivement détruites en 1995. Difficile d'imaginer aujourd'hui la maison d'Hitler à cet endroit, mais ce qui est certain, c'est qu'ici, sur l'Obersalzberg, plus rien ne sera jamais comme avant.